Études statistiques, partie 2. Dans cette deuxième partie, nous verrons les différentes méthodes d'échantillonnage. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Dans la première partie, nous avons vu les définitions de recensement, de sondage et d'enquête. Voyons à nouveau notre résumé. Nous avons mentionné que lorsque la population est trop nombreuse ou inaccessible, lorsque les ressources ne sont pas disponibles ou lorsque la nature même de l'étude l'exige, eh bien, on va utiliser un sondage. Le sondage est utilisé beaucoup plus souvent que le recensement car il est moins coûteux et lorsqu'il est bien fait, il peut produire des résultats assez semblables à ceux de la population. Nous avons mentionné également que pour effectuer un sondage, on utilise un échantillon dans le but de tirer des conclusions sur la population. Alors, on fait notre étude sur un certain nombre d'individus qui sont sélectionnés dans la population. Alors, dans cette capsule, nous verrons les méthodes d'échantillonnage, c'est-à-dire comment on s'y prend pour former un échantillon qui soit représentatif de la population. Voyons ceci. Section 2, méthode d'échantillonnage. Regardons l'exemple suivant. Julie, qui est en 5e secondaire, se rend au bureau de la directrice de son école pour lui faire part des résultats de son sondage. J'ai demandé aux étudiants de ma classe s'ils étaient d'accord avec le fait que le local de détente de l'école soit réservé aux étudiants de 5e secondaire uniquement. 90% des étudiants sont d'accord. Alors, Julie a demandé aux étudiants de sa classe de 5e secondaire s'ils étaient d'accord avec le fait que le local de détente de l'école soit réservé uniquement aux étudiants de 5e secondaire et la majorité des étudiants ont dit oui. Qu'est-ce qui cloche dans le sondage de Julie d'après vous? Est-ce qu'on peut qualifier ce sondage d'un sondage adéquat? Eh bien, le résultat, c'est-à-dire 90% des étudiants qui sont d'accord, est un résultat qui est biaisé, c'est-à-dire faussé par rapport à la réalité. Pourquoi? Parce que d'abord, le sondage s'adressait à toute la population de l'école et non pas qu'à la population des étudiants de 5e secondaire. Et Julie a choisi un échantillon parmi les étudiants de sa classe qui sont tous en 5e secondaire. Alors, il est bien évident que la majorité des étudiants vont dire oui à avoir un local de détente uniquement réservé aux étudiants de 5e secondaire. Donc ici, on voit que si Julie avait demandé à tous les étudiants de l'école, le résultat n'aurait sûrement pas été le même. On peut facilement imaginer que les étudiants des autres niveaux ne soient pas d'accord à ce que le local soit réservé aux étudiants de 5e secondaire. Alors, on dit qu'un biais, c'est dû à une erreur qui est produite à une certaine étape de l'étude statistique. Dans le cas de Julie, l'erreur a été au niveau de l'échantillonnage. Un mauvais échantillonnage, c'est une source de biais. Il existe également d'autres sources de biais dans une étude statistique. Cependant, nous les verrons dans la 4e section. Alors, comme nous avons dit tout à l'heure, pour qu'un sondage soit efficace, il faut, entre autres, que l'échantillon soit représentatif de la population pour éviter justement qu'il se produise un biais à cette étape. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que l'échantillon doit comporter les mêmes caractéristiques que la population. En d'autres mots, l'échantillon doit être une réplique la plus fidèle possible de la population, comme un modèle réduit de la population. Maintenant, comment s'y prend-on pour former un échantillon représentatif de la population? Eh bien, il existe des méthodes d'échantillonnage. Nous allons discuter ici des 3 principales méthodes que voici. L'échantillonnage aléatoire, l'échantillonnage systématique et l'échantillonnage stratifié.
Le choix de la méthode d'échantillonnage dépend des caractéristiques de la population en lien avec le caractère que l'on veut mesurer. Il faut donc bien connaître la population avant d'effectuer le choix de la méthode d'échantillonnage. Nous allons voir maintenant la différence entre l'échantillonnage aléatoire, l'échantillonnage systématique et l'échantillonnage stratifié, ainsi que dans quel cas il sera plus approprié d'utiliser chacune de ces méthodes. Méthode d'échantillonnage. Dans chacune de ces méthodes, les individus sont choisis au hasard et chaque individu a une chance égale d'être choisi. Ceci est très important pour avoir un échantillon qui est représentatif de votre population. Chaque individu doit avoir une chance égale d'être choisi. On appelle ceci l'échantillonnage probabiliste. Les 3 méthodes d'échantillonnage que nous allons voir sont des méthodes d'échantillonnage probabilistes. Premièrement, l'échantillonnage aléatoire. Exemple, une grande entreprise de 2500 employés désire connaître l'opinion de ses employés sur la propreté des lieux. Elle numérote les noms de sa liste d'employés et utilise son ordinateur pour faire générer 250 nombres aléatoires. Lorsqu'on dit nombre aléatoire, on parle de nombres qui ont été pigés ou générés complètement au hasard. La personne responsable du sondage choisit les 250 personnes associées à ces numéros pour former l'échantillon. Alors, certains logiciels possèdent des fonctions pour générer des nombres aléatoires. En anglais, aléatoirement se dit random, et dans les logiciels qui effectuent des calculs statistiques, eh bien, on peut trouver la fonction RAN souvent ou RAND pour générer des nombres aléatoires. On peut même retrouver cette fonction sur certaines calculatrices. Alors, lorsqu'on fait un échantillonnage aléatoire, eh bien, on s'organise pour générer des nombres aléatoires ou on effectue finalement une pige dans un sac. D'accord? Donc, il faut que ça soit fait complètement au hasard, parmi toute la population. Donc, petit dessin pour représenter la situation. On a une population et on pige complètement au hasard des individus pour former l'échantillon. Alors, on peut utiliser cette méthode dans quel contexte? Premièrement, s'il est possible de numéroter les individus. Donc, si on possède une liste de tous les individus pour les placer dans le sac ou pour les mettre dans un fichier et les choisir selon des nombres aléatoires. Et deuxièmement, si la population est homogène en regard du caractère étudié. Qu'est-ce que ça veut dire une population homogène? Une population est homogène lorsque les individus ne possèdent pas des caractéristiques qui pourraient interférer avec le caractère étudié. Dans notre exemple ici, le sexe, l'âge, le salaire, etc. de chaque personne n'a rien à voir avec leur opinion sur la propreté des lieux. Alors, dans ce cas, on dit que la population est homogène, c'est-à-dire que tous se ressemblent par rapport au caractère étudié. Il n'y a rien dans leurs caractéristiques personnelles qui peut influencer leur opinion sur la propreté des lieux. Alors, lorsque votre population est homogène, on peut utiliser l'échantillonnage aléatoire. Alors, faisons une petite parenthèse pour voir un autre exemple qui illustre un cas où la population ne serait pas homogène par rapport au caractère étudié. Par exemple, si l'entreprise effectuait une étude sur le degré d'activité physique des employés de l'entreprise, elle pourrait penser que l'âge et la situation familiale accompagnant généralement les catégories d'âge puissent interférer avec les réponses des employés. En d'autres mots, il se peut ici que l'âge joue un rôle sur le nombre d'heures d'activité physique par semaine. Alors, ceci n'est pas certain, mais on peut penser que l'âge a une influence sur le nombre d'heures d'activité physique par semaine. Alors, le caractère âge peut venir interférer avec la réponse sur le nombre d'heures d'activité par semaine. Donc, dans ce cas, on dirait que la population ici n'est pas homogène
en regard du caractère étudié ici, qui serait le nombre d'heures d'activité physique par semaine. On dirait plutôt que la population ici est hétérogène. Alors, dans ce cas, l'échantillonnage aléatoire n'est pas du tout approprié, car par hasard, nous pourrions avoir sélectionné beaucoup d'individus qui sont dans la même catégorie d'âge, ce qui pourrait fausser les résultats par rapport à la population. Nous verrons tout à l'heure qu'il existe une méthode d'échantillonnage appropriée pour ce type de situation, c'est l'échantillonnage stratifié. Mais tout d'abord, nous allons voir la méthode d'échantillonnage systématique qui est également appropriée lorsque la population est homogène. Alors, toujours avec notre exemple d'entreprise qui désire connaître l'opinion de ses employés sur la propreté des lieux, on veut former un échantillon de 250 employés. Possédant une liste de tous les employés, ordonnés ou non, la personne responsable du sondage choisit aléatoirement un premier employé comme point de départ. Ensuite, elle choisit le 10e suivant, puis ensuite le 10e suivant, etc. Pourquoi le 10e suivant? Parce que vous avez 2500 employés en tout dans l'entreprise et que vous désirez former un échantillon de 250 employés. Alors, 2500 divisé par 250, c'est comme si on disait que vous en preniez 1 sur 10, n'est-ce pas? À chaque 10 employés, vous en choisissez un. Alors, c'est l'esprit de l'échantillonnage systématique. Le premier individu est choisi de façon aléatoire et les autres individus sont choisis à intervalles fixes de grand N, qui est la taille de la population, sur petit n, qui est la taille de l'échantillon. Donc ici, le 2500 employés au total, divisé par 250 parce que l'échantillon doit contenir 250 employés, ça fait 10. Ça veut dire en d'autres mots qu'on prend un employé sur 10 pour former notre échantillon. Alors graphiquement, on peut représenter ceci par des petites barres comme ceci. Supposons que la sélection aléatoire pour le premier individu a donné comme résultat le 3e employé. Alors, on sélectionne le 3e et ensuite, on va compter la 10e personne suivante. Donc, on va tomber à la 13e personne. Ensuite, plus 10, on va prendre la 23e personne sur la liste. Plus 10, la 33e. Plus 10, la 43e. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc, c'est quand même quelque chose qui est aléatoire parce que la première personne est choisie de façon aléatoire. Donc, les autres sont nécessairement choisis de façon aléatoire globalement dans la population. Voilà, donc on peut utiliser cette méthode s'il est possible d'ordonner les noms des individus, donc les placer selon un ordre quelconque, parce qu'on sélectionne les énièmes individus. Et la population doit également être homogène ici en regard du caractère étudié. Voilà, donc les conditions d'utilisation sont presque les mêmes que l'échantillonnage aléatoire. Donc, aléatoire, c'est une pige complètement au hasard, tandis que systématique, le premier est au hasard et ensuite, on va chercher les n divisé par n suivants. Voilà. La troisième méthode d'échantillonnage, c'est l'échantillonnage stratifié. Alors, revenons ici avec l'exemple sur l'étude sur l'activité physique des employés. Les dirigeants de l'entreprise, par exemple, estiment que l'âge et la situation familiale qui est souvent associée peut interférer sur le nombre d'heures consacrées à une activité physique par semaine. Alors, par exemple, les employés qui sont dans la trentaine, eh bien, souvent peuvent avoir des jeunes enfants, donc probablement que ces gens-là ont moins le temps de faire une activité physique par semaine, alors que les 18-24 ans sont peut-être plus actifs. Donc, les dirigeants de l'entreprise estiment, ils ne sont pas certains, mais ils croient que l'âge peut avoir une influence sur le nombre d'heures d'activité physique par semaine. Donc, dans ce cas, ils vont choisir de stratifier, c'est-à-dire de créer des sous-groupes dans la population selon l'âge des employés. Ils vont s'assurer de choisir un nombre d'individus qui respectent la proportion de chaque strate dans la population. Alors, l'idée, c'est de représenter chaque catégorie d'âge
de façon proportionnelle à ce que l'on a dans la population dans l'échantillon. Regardons ceci. Alors, l'entreprise a stratifié selon ses intervalles d'âge, a calculé le nombre d'employés dans chacune des catégories d'âge, ainsi que le pourcentage associé ici pour chacune des catégories. Alors, 230 sur 2500, ça représente 9,2%. Alors, pour former l'échantillon de 250 personnes, on va choisir 9,2% de 250, qui donne 23, pour faire partie de l'échantillon. Vous voyez, donc 28,8% de 250, si vous calculez ceci, ça donne 72. 35% de 250, ça donne 88. Alors, les responsables du sondage vont choisir 23 personnes au hasard dans cette catégorie. C'est très important de comprendre que une fois qu'on a calculé le nombre de personnes de chaque strate, eh bien, ce nombre de personnes ici est choisi au hasard dans chacune des catégories. Voilà. Donc, chaque strate de l'échantillon est représenté dans le même rapport que dans la population, avec le même pourcentage. Les individus seront choisis aléatoirement, c'est-à-dire au hasard, dans chacune des strates. Dans quel cas utilisons-nous cette méthode? Lorsque la population est hétérogène par rapport au caractère étudié et lorsqu'on connaît évidemment les données sur la population en ce qui a trait à la caractéristique selon laquelle la population est stratifiée. Alors, il faut connaître l'âge de chacun des employés ici pour pouvoir créer les strates et compter le nombre d'employés dans chaque strate. Voilà. Alors, avant de poursuivre, vous pouvez écrire ceci sur votre résumé. Les méthodes d'échantillonnage. L'échantillonnage aléatoire. Les individus formant l'échantillon sont choisis au hasard dans la population. L'échantillonnage systématique. On prend un premier individu au hasard et on calcule les n sur n suivants. Et ensuite, l'échantillonnage stratifié. Chaque strate de l'échantillon est représentée dans le même rapport que la population. Vous voyez ici, on a différentes strates. L'échantillon ici possède des strates qui sont représentées dans le même rapport que dans la population. Alors, prenez quelques instants pour transcrire ceci. Mettez la vidéo en mode pause. Maintenant, passons à un petit exercice sur les méthodes d'échantillonnage. Exercice 1. Déterminez une ou deux méthodes d'échantillonnage appropriées pour chacune des situations suivantes. Voici les situations. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. Pour le A, la directrice d'une école veut connaître l'opinion des élèves sur l'emplacement de la cafétéria. On peut utiliser dans ce cas l'échantillonnage aléatoire ou systématique. Il n'est pas nécessaire de stratifier ici la population. B. Une ville composée de 40% de francophones, 30% d'anglophones et de 30% de citoyens bilingues désire connaître l'opinion de ses concitoyens au sujet du bilinguisme des écoles. Alors ici, ça sera très important de stratifier la population parce que le sujet de l'étude, c'est le bilinguisme des écoles et il y a de fortes chances que le fait d'être unilingue francophone, unilingue anglophone ou bilingue ait une influence sur l'opinion des citoyens au sujet du bilinguisme des écoles. Alors ici, c'est très important de stratifier la population. Pour le C, une compagnie de sondage utilise le bottin téléphonique comme base de sondage. Eh bien, c'est un parfait exemple d'échantillonnage systématique. On commencera avec un premier numéro de téléphone pris au hasard et on peut choisir ensuite un individu à chaque 12 individus, par exemple. Voilà, à l'aide d'un bottin téléphonique. Ceci s'utilise présentement dans les sondages par téléphone. D. On désire vérifier la qualité des contenants de plastique à la sortie d'une chaîne de montage. Eh bien, même chose, vous allez vérifier
un contenant de plastique sur, je ne sais pas moi, 15 ou sur 20 ou 1 sur 30, dépendamment de la taille de la population. L'échantillonnage systématique ici est très approprié dans cette situation. On aurait pu également choisir l'échantillonnage aléatoire. E. Un pays désire connaître l'intention de vote de ses citoyens en vue des prochaines élections. Lorsqu'on veut connaître l'intention de vote des citoyens dans un pays, il est important que l'ensemble du pays soit bien représenté dans l'échantillon. Alors, si le pays comporte, par exemple, 5 provinces, eh bien, on va s'assurer qu'on a la même proportion d'individus dans notre échantillon que dans les 5 provinces. Donc, ici, l'échantillonnage stratifié est la méthode la plus appropriée. Voilà. Exercice 2. Martin désire effectuer un contrôle de qualité sur des disques compacts fabriqués dans l'usine où il travaille. Deux machines, la machine A et la machine B, fabriquent des disques compacts. Trois machinistes, que l'on nomme ici machiniste numéro 1, machiniste numéro 2 et machiniste numéro 3, travaillent en rotation avec ces machines. Voici un tableau résumant la quantité de disques produits dans une journée. Si Martin désire effectuer un échantillonnage stratifié de 500 individus, déterminer combien d'individus feront partie de chacune des catégories. Alors, trouver le pourcentage représenté par chacune des strates et appliquer ce pourcentage aux 500 individus. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Alors, si on additionne le total de disques dans chacune des catégories, on obtient 8000 disques. 2000 sur 8000, vous effectuez 2000 divisé par 8000, ce qui vous donne 0,25 et ensuite fois 100 vous donne la réponse en pourcentage. 1500 sur 8000, 18,75%. 1000 sur 8000, 12,5%. Même chose ici. Ici, 500 sur 8000, 6,25%. Et 2000 sur 8000, 25%. Alors, le calcul du nombre d'individus dans chaque strate donne ceci. 25% de 500, 18,75% de 500, et ainsi de suite. Ce qui vous donne ici le nombre d'individus à utiliser dans chacune des strates. 125, 94, 62, 63, 31 et 125. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau les méthodes d'échantillonnage que nous avons vues. L'échantillonnage aléatoire, l'échantillonnage systématique, l'échantillonnage stratifié, et nous pouvons ajouter un petit exemple de calcul ici pour le nombre d'individus à sélectionner pour un échantillon dans le cas de l'échantillonnage stratifié. Alors, une population, 3 strates, le pourcentage de représentation associé à chaque strate et le calcul du nombre d'individus à sélectionner dans chacune des strates pour l'échantillon. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon travail. Next.